Bonjour Laetitia, Bonjour Vincent, tu vas bien? très bien et toi? Ouais, super. Alors aujourd'hui, on va parler un peu, enfin je vais surtout te poser des questions, parce que c'est surtout toi qui vas parler normalement, et tu vas pouvoir nous parler un peu de Hello Consultant, de ce que tu Oui. fais, de ce que tu es capable de faire. Alors pour commencer, je vais te proposer de te présenter pour nous dire un peu qui tu es, si tu veux, si tu veux. Si je veux. Et je veux bien. Alors donc, moi je suis Laetitia, Hello Consultant. J'ai créé mon entreprise il y a 3 ans pile aujourd'hui. Donc, bon Bon anniversaire à anniversaire. moi. Ouais. Alors, nous proposons des services d'accompagnement auprès des TPE et PME sur tout ce qui est gestion. Donc on va avoir 2 axes, où on va accompagner les entreprises, c'est-à-dire sur la formation, donc des ateliers courts et qui apportent immédiatement la connaissance et les outils nécessaires pour une bonne gestion de l'entreprise. Et également, on va intervenir au quotidien auprès de l'entreprise grâce à une GED. Est-ce que tu connais ce que c'est la GED? Absolument pas. Alors, c'est la gestion électronique des documents. Grâce à une plateforme sur Internet, on va pouvoir stocker les documents et les gérer en interne dans l'entreprise et les transférer également soit aux partenaires, aux clients, aux fournisseurs, mais également à l'expert comptable pour aller jusqu'à la réalisation du bilan. Donc tu es en train de me dire que tu peux simplifier le travail avec l'expert comptable. Tout à fait, hein, simplifier le travail avec l'expert comptable, mais également au quotidien avec le chef d'entreprise pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions au bon moment. Ok, top, top, très bien tout ça. Donc, tu fais de la gestion, tu fais aussi du coup tout ce qui est juridique ou pas? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'il y a des trucs là-dessus? Sur le juridique, on maîtrise les bases parce qu'on considère que chacun a son métier et que il vaut mieux faire appel à un juriste quand on a besoin d'informations juridiques précises pour un cas précis. Cependant, on peut déjà répondre à pas mal de questions sur le juridique de base de l'entreprise. Et ensuite, on a les partenaires nécessaires pour rediriger le client vers le bon juriste, celui qui lui correspond, parce qu'il existe beaucoup de spécificités dans le juridique. Les lois sont vastes. Donc là, on va pouvoir rediriger vers un juriste qui sera le plus adapté aux besoins de la personne. D'accord, d'accord. Ok, top. Alors, quand on parle juridique, ça me fait penser tout de suite à tout ce qui va être statut d'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents statuts et de comment toi tu travailles avec les entrepreneurs que tu aides, que tu accompagnes? Oui. Donc pour les statuts juridiques, c'est le premier point de départ pour le chef d'entreprise. Et c'est une décision très importante à prendre dès le début. Et il y a plein de paramètres à prendre en compte pour choisir le bon. On ne peut pas dire que tel ou tel statut est le meilleur parce qu'il faut vraiment l'adapter en fonction des besoins du chef d'entreprise. Donc, il n'y a pas de meilleur ou pire statut. Il y en a des plus adaptés et des moins adaptés. Nous accompagnons les chefs d'entreprise ou les futurs, les créateurs d'entreprise au choix du statut. Donc, on a la micro-entreprise, on a l'entreprise individuelle, donc la micro-entreprise qui fait partie de l'entreprise individuelle, mais on va avoir également tout ce qui va être société, comme SARL, EURL, SAS, SASU, pour ne citer qu'elles. Alors, nous ne réalisons pas les statuts, parce que ça, justement, c'est quelque chose de très spécifique et il faut faire appel, selon nous, à un juriste spécialisé justement dans la rédaction des statuts, surtout quand on est à plusieurs à créer une entreprise. Au-delà de ça, nous faisons un audit avec la personne. Le consultant fait un audit avec la personne, le créateur, et on va pouvoir déterminer quel est le statut le plus adapté à sa situation actuelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas qu'il change d'ici quelques années ou même quelques mois. En tout cas, c'est des choix à faire sur une situation précise actuelle et nous accompagnons le chef d'entreprise à trouver le meilleur pour aujourd'hui. Ok, top. Et alors, une question qu'on me pose souvent,
Et du coup, je vais pas dire ce que je réponds normalement. Je vais te laisser répondre à cette question. Je pense que ce sera plus pertinent. Quand est-ce que tu conseilles à un entrepreneur qui se lance ou à un porteur de projet, on va dire du coup, de créer sa structure juridique, de créer son entreprise vraiment? À quel moment c'est le bon moment selon toi? Le bon moment, c'est maintenant. OK, Non, le bon moment, c'est en fonction des besoins et de l'avancée, en fait, du projet pour la personne. S'il est vraiment qu'au début, de la réflexion, c'est pas forcément le bon moment. Heu il y a forcément un temps, à adapter et ça, il est propre à chacun. Je connais ta réponse, à celle que tu donnes. Elle est juste, mais moi je rajouterais surtout, c'est quand c'est adapté, à la personne et que la personne est prête. Parce que si la personne est prête, ça veut dire qu'elle a déjà fait, normalement son étude de marché, elle a déjà fait, heu, des, hem, des, des recherches, des contacts. Donc elle sait normalement déjà un peu où est-ce qu'elle peut aller, cette direction et normalement, donc elle peut faire rentrer, l'argent et les clients tout de suite. OK. Ouais, donc Donc quand elle est prête. quand elle est prête, ouais, et quand, du coup, il y a ce qu'il faut pour faire rentrer des clients et l'argent, quoi. C'est ça Tout à l'idée, fait. en gros? OK. C'est l'idée, c'est ça. Ça marche. Alors, pour, travailler avec beaucoup d'auto-entrepreneurs, enfin de micro-entrepreneurs, il y a aussi souvent la question qui vient de à quel moment on s'intéresse au changement de statut? Parce que la micro-entreprise est plafonnée, je pense que tu en parleras mieux que moi. Et à quel moment il faut commencer à s'y intéresser pour savoir dans quel statut on va partir après? Parce que la micro-entreprise, à mon sens, je pense que tu peux le confirmer, c'est assez simple. Mais après, les autres statuts, ça commence à être plus diversifié, on va dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors déjà, je peux vous dire que la micro-entreprise n'est plus aussi simple, que ça, que depuis, le début de la création de la micro-entreprise. Ok, Aujourd'hui, les lois se complexifient de plus en plus, enfin ça fait plusieurs années que ça se complexifie. On se retrouve avec beaucoup de paramètres quand même à prendre en compte. Alors c'est à la portée de tous, mais il faut quand même avoir quelques connaissances. Comme tu l'as très bien précisé, il y a des plafonds. Donc déjà, la première chose à connaître, c'est les plafonds. Et il y a deux plafonds dans la micro-entreprise. Il y a le plafond pour la TVA, c'est-à-dire en dessous de ce plafond, on est exonéré de TVA et au-delà, on doit déclarer de la TVA. Donc déjà, ce plafond-là, intermédiaire, est déjà extrêmement important à avoir en sa connaissance et de surveiller par rapport au chiffre d'affaires réalisé régulièrement. Et le deuxième plafond, c'est le plafond maximum qu'on a de chiffre d'affaires à réaliser sur l'année. Et si on le dépasse, on est dans l'obligation de changer de statut. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est si on dépasse le plafond maximum, euh, il y a deux possibilités. Soit on a anticipé les choses et on change de statut et on prend celui qu'on a décidé, on le crée, etc. Soit on n'a fait aucune démarche, on se laisse couler et on passera automatiquement en entreprise individuelle, sans plafond. Parce qu'en fait, la micro-entreprise, c'est un régime fiscal et non pas un statut juridique à proprement parler. Donc en fait, on reste en EI et on transforme juste le régime fiscal de la micro au régime réel ou au régime simplifié. Là, je ne rentre pas dans les détails. ok, non, c'est C'est intéressant de voir bien ça parce que je pense spécifique. qu'on est assez peu à connaître ce détail au Tout final. à fait. Donc déjà, ça c'est important de savoir, c'est que si je ne fais aucune démarche, arriver au maximum de mon plafond sur l'année suivante, je passerai automatiquement en entreprise individuelle. Et l'entreprise individuelle, bon, elle est souvent décriée, mais ce n'est pas forcément un mauvais statut, mais c'est peut-être pas le meilleur, le plus adapté à la personne. Des fois oui, des fois non. Donc il vaut mieux anticiper l'achangement de son statut. Ça va dépendre je pense, à deux critères principaux. C'est le choix stratégique du chef d'entreprise. Est-ce qu'il a envie de changer de statut ou pas envie de changer de statut? Et surtout, est-ce qu'il peut passer sur un autre statut, sachant que ça va forcément lui coûter un peu plus d'argent. Donc, il va forcément y avoir des charges supplémentaires à prendre en compte.
et en plus, une gestion beaucoup plus complexe comme tu l'as, spécifié, au début. Ok. À partir de là, s'il a vraiment envie d'évoluer et changer de statut, il va falloir regarder déjà, quand est-ce qu'il va atteindre le plafond intermédiaire de TVA et surtout déjà à quel moment, en fait, il va l'atteindre dans l'année. Parce que s'il l'atteint au mois de novembre, on est tranquille, il a encore de la marge. Ouais. Parce que je veux dire, par rapport, ne serait-ce même déjà à la TVA et au changement de statut, mais s'il l'atteint, on va dire, pour schématiser, au mois de juin, il va peut-être falloir penser à changer de statut. Parce que dès qu'on rentre avec la prise en compte de la TVA, on arrive quasiment à un fonctionnement comme une entreprise normale, sauf qu'on peut déduire aucune charge de son chiffre d'affaires. Et c'est là, à partir, en fait, je pense, au moment où on change, où on dépasse le statut, le seuil intermédiaire, qu'il faut se poser des questions. De toute façon, en général, on se pose des questions avant de passer le seuil de TVA. Parce que là aussi, il y a plein de choses à mettre en place. Il ne faut pas oublier de créer son compte sur impôts.gouv et que ça Ouais. prend un petit peu de temps. Ok. Combien de Et temps que à du peu coup, près, tu sais? ça dépend. Je dirais, il faut bien compter à peu près 15 jours Ok. en tout. Parce que normalement, ils envoient les informations aussi par courrier, donc le temps que ça arrive. Mais du coup, forcément, ça prend du temps. Donc, il ne faut pas le faire au dernier moment quand vous dépassez le seuil de TVA et qu'il faut faire la déclaration de TVA. Après, pour la déclaration de TVA, en plus, c'est assez particulier. Il faut prendre en compte des choses il ne faut pas oublier en fait certaines choses et les délais. Ça, l'État tient à ce qu'on respecte les délais de déclaration et donc de paiement de la TVA. Donc forcément, quand on commence à arriver à devoir gérer la TVA, je considère qu'il est peut-être temps de réfléchir réellement à un autre statut pour pouvoir vraiment optimiser au mieux la gestion de l'entreprise. Mais tout ça, ça Ok. va dépendre également de la volonté d'évolution du chef d'entreprise et jusqu'à combien il veut, s'il veut se développer ou quoi que ce soit. Ça va être plutôt ça qui va aussi déterminer le changement de statut. Ok. Donc en fait, c'est très personnel, quoi. Tout est très Ça personnel, dépend même des si on en fait objectifs. souvent des cas, génériques. Ouais. C'est le souci souvent, on va dire, de la France qui aime bien mettre tout le monde dans des cases. Il faut absolument rentrer dans des cases. Il y a plusieurs possibilités en fonction des objectifs. C'est pour ça que quand on crée son entreprise, la chose principale à regarder, c'est ses objectifs. Pourquoi je crée mon entreprise? C'est un complément de salaire? C'est pour en vivre? Et est-ce que c'est pour me développer, pour avoir éventuellement des salariés, des partenaires vraiment grossir, se développer? Déjà Ok, ça. ouais. Donc travailler ses objectifs. Un classique, toujours aussi important, c'est ça? Ça fait Voilà, partie toujours des bonnes important en habitudes. termes de commercial, mais en termes aussi de gestion financière. Il faut toujours avoir ses objectifs et puis les tenir, les garder à vue. Ok. Alors, ça m'amène une autre question. Qu'est-ce que tu peux nous dire des autres bonnes habitudes à avoir en tant qu'entrepreneur dans son entreprise? Alors, ça peut être lié à la gestion ou autre. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Les bonnes habitudes de base, ça sera déjà de bien savoir s'organiser. Et ça, c'est pas forcément toujours évident quand on crée son entreprise parce qu'on veut tout faire, tout avoir. Et donc, déjà avoir une bonne structure, choisir les bons produits ou services à vendre dès le début. Et axer, bien sûr, un maximum au début de son entreprise sur, on va dire, la communication, la visibilité et le côté commercial au sens très large, hein, pas d'aller faire le Jean-Claude Convenant, mais de mettre en place une politique de vente qui est très importante. Ça, je pense que tu ne diras pas le contraire. Tout à fait d'accord, en effet. Mais également, la base en gestion, ça sera le suivi de trésorerie. Ouais. Le suivi de trésorerie, ça sera le minimum à suivre et à faire. Je le vois bien avec les personnes que j'accompagne, que je forme.
quand on aborde le sujet de la trésorerie. Au début, c'est un peu oui, oui, et après, c'est en effet, euh, je vais vraiment la suivre. Et ça, c'est à mettre en place dès le début, avant même la création. Parce qu'une fois qu'on a créé, en fait, on est tellement pris dans le rush de son activité, de l'euphorie de la création, de la rencontre des gens, etc., qu'on oublie de faire ça. Donc, il faut absolument s'astreindre à une régularité aussi sur le suivi de sa trésorerie. Ok, très bien. Très, très bien. Donc, avoir une stratégie bien se positionner et une gestion de trésorerie. Alors, du coup, ça m'amène une autre question. Dans tout ce qui va être trésorerie, frais et charges qu'on peut avoir dans une entreprise, est-ce qu'il y en a qui sont parfois oubliés ou qui passent un peu à la trappe dans les calculs prévisionnels ou autres, des choses comme ça? Euh, Est-ce que tu vois, toi, dans les entrepreneurs que tu accompagnes, des choses qu'ils oublient en moyenne ou des choses qui sont fréquemment oubliées et qui sont pour autant importantes? Alors, je rencontre souvent un oubli principal, je dirais, surtout chez les auto-entrepreneurs ou micro-entreprises. Ça va être leur rémunération qui couvre la totalité de leurs charges personnelles. C'est-à-dire que Ok, souvent, on se dit, ah, j'ai besoin juste de, je veux dire au hasard, 800 euros. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est bon. En plus, ça passe dans l'entreprise. Oui, mais sauf, est-ce que ça couvre, ces 800 euros, couvre votre vie au quotidien? Et souvent, le problème, il est là. Parce qu'il ne ouais. prévoit pas assez, parce qu'on oublie que peut-être pour le moment, on a le chômage. Donc, si on a le chômage, c'est bon, ça passe. Oui, mais si tu n'as plus le chômage, qu'est-ce que tu dois avoir réellement? Ouais, on est d'accord. D'où le nombre d'entrepreneurs, enfin d'entreprises qui ferment au bout de 18 à 24 mois. Tout à fait. Parce que Pôle emploi, c'est bien. Il faut le prendre en compte, s'appuyer dessus, mais il ne faut pas le considérer comme un acquis et donc, du coup, en profiter pour y aller tranquillement. Non, c'est justement le point, je dirais en fait qu'il ne faut pas prendre en compte les aides, même carrément en fait, au-delà de prendre en compte, je dirais plus qu'il ne faut pas prendre en compte toutes les aides qu'on peut avoir et partir du principe qu'on commence à zéro et qu'il faut gagner tant. Ok. Donc ouais, Et vraiment comme se ça, poser la question de qu'est-ce qu'il faut pour que j'en vive si personne m'aide? Comment c'est rendre mon ça. entreprise rentable en fait, c'est ça? Dans le Vraiment? Ouais. principe, c'est ça. Ok. Tout à fait. Comment rendre mon entreprise rentable sans compter sur les autres, en fait. Quand je parle des autres, c'est-à-dire de l'État, de l'URSSAF, des aides qu'on pourrait avoir à la création et aussi des fois tout au long de la vie de l'entreprise. Ok, Parce que ouais. c'est-à-dire que si on arrive à vivre sans ces aides, quand on les a, c'est encore mieux. Exact, tout à fait. Donc ouais, être un entrepreneur qui a une entreprise, vraiment quoi. Pas qui est sponsorisé par les impôts, c'est ça? C'est ça l'idée? Non, je dis ça comme ça, je C'est ne pas moi vise qui personne l'ai en dit, hein, particulier. mais Non, t'inquiète, les gens ok. ont l'habitude. Je J'espère. sais, je sais. Ouais. En même temps, après, il faut dire les choses concrètement. Si aujourd'hui, par exemple, pour ne citer que, les agriculteurs sont en grande difficulté, c'est parce que les subventions rentrent dans leur, enfin, est considéré comme chiffre d'affaires. Hmm. Et forcément, quand les subventions s'arrêtent, parce que l'Europe a décidé, ne serait-ce que pour citer que leur cas, hein, a décidé d'arrêter les subventions, forcément, ils ne sont plus du tout rentables. En fait, ils n'y étaient pas rentables. On est Et du coup, d'accord. ça faussait les chiffres. Donc, pareil pour les entrepreneurs, si on ne veut pas se retrouver dans les situations très délicates que rencontrent les agriculteurs, ne pas fonctionner pareil, autant se servir malheureusement de cette erreur. Alors, je ne parle pas de l'erreur spécifique de l'agriculteur en lui-même, mais du système qui a fait que les agriculteurs se sont reposés dessus parce que c'était possible. Ouais. Donc, Faire voilà. attention au marché sur lequel on se lance et aux contraintes du marché. Tout à fait. On ne Ouais. peut pas se lancer sans connaître un minimum les normes et les lois que son marché impose. J'aime bien quand on me dit que on accepte les conditions de vie imposées par son marché, parce que c'est le marché qui décide à la fin de la journée.
Et ouais. Ah, c'est intéressant. Ok, alors, donc, pour toi, c'est important de faire du chiffre d'affaires au final. On en revient toujours à la même chose. C'est ça? Alors, faire du chiffre d'affaires, en fait, dans une entreprise, c'est la base. Ouais. Voilà. Si on ne fait pas de chiffre d'affaires, ça peut être lié à plein de possibilités. Et là, il faut se poser les questions. En fait, faut que le chef d'entreprise sache se remettre en question. Parce que s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Ouais. Alors, quand on parle de chiffre d'affaires, ça peut être intéressant aussi de parler de pricing, de comment on fixe un prix pour les différents produits et services qu'on propose dans son entreprise ou ses entreprises. Est-ce que tu peux nous parler un peu des contraintes de fixer un prix en fonction de la structure juridique qu'on a? Je suppose que les charges sont différentes, ou je sais pas. Vas-y, dis-nous. Et ben pour ça, en effet, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a les paramètres que tu maîtrises très bien, qui est l'environnement économique, donc les partenaires, les clients, enfin, les prospects, et les concurrents, entre guillemets. Alors, concurrent, on est d'accord, hein, c'est un bien grand mot, mais Ouais, en ouais, fait, ouais. à prendre en compte les personnes qui sont sur le même marché, on va dire, pour déjà pouvoir se positionner. Mais également, en effet, il va falloir prendre les charges en compte. Donc ça, c'est justement le point noir souvent des auto-entrepreneurs, comme on disait avant, parce que justement, ils ne calculent pas leurs coûts, ils le font au rabais, à la baisse, parce qu'ils cassent les prix, en fait. Ce qui est un bon point pour eux parce qu'ils passent. Mais quand on regarde sur la rentabilité, après, à proprement parler de leur entreprise, elles ne sont pas rentables. Ou alors, il faut qu'ils travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 360 jours sur 365. Ouais. En général, souvent, c'est ça. Et d'où l'importance, du coup, de s'appuyer sur les aides que l'État peut proposer dans ces cas-là. On est d'accord. On est d'accord, ouais, Donc, malheureusement. le but, c'est de calculer en amont le vrai prix à proposer à ses clients en faisant des calculs de coûts. Dans les grosses entreprises, il existe un service qui s'appelle contrôleur de gestion. Tout à fait. Ah. Magnifique Et service, souvent. ce service, souvent, qui enquiquine tous les autres, euh, mais en fait qui est indispensable. Et s'il existe dans les grosses boîtes, c'est qu'il est aussi important d'appliquer certaines bases. Hein, on n'est pas obligé d'avoir un service, quelqu'un qui fait, mais d'appliquer quand même certains principes de base dans son entreprise, peu importe sa taille. Et c'est déjà déterminer ses coûts, connaître ses coûts directs, ses coûts indirects, et de pouvoir ensuite appliquer le meilleur taux horaire, le meilleur coût, le meilleur prix auprès de ses clients. Donc ça, Ok. c'est indispensable. Souvent, les erreurs que je rencontre auprès des personnes que j'accompagne, c'est déjà un premier calcul Ouais. de coût qui est erroné. Ok, donc tu conseilles aux micro-entrepreneurs en fait, de bien retravailler ce calcul de coût Tout à fait, ouais. Ouais, en ça vaut prenant tout en pour compte. tout type d'entreprise et toute taille. Ça peut se faire très vite, hein, justement, mais en tout cas, il faut le faire pour s'assurer qu'on est bien dans les clous. C'est pas parce qu'on applique le tarif du voisin qu'on est dans les clous pour soi-même. Ouais, on est d'accord. Alors, du coup, ça m'amène une autre question sur la productivité, parce que du coup, tu as parlé de travailler 7 jours sur 7, tout ça, et donc de manquer d'équilibre personnel, pro-perso en tout cas, souvent, par quand on a un sociopathe. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux proposer en termes d'astuces sur la productivité, sur améliorer sa productivité, si tu en as? Une organisation, un planning, ça n'a plus rien à voir, on va dire, avec les finances, bien que si déjà avoir un prévisionnel à l'année, un prévisionnel mois par mois, et après de planifier toutes les actions à mettre en place pour tenir ce prévisionnel, ces objectifs. Ok, Donc, on a plein d'outils maintenant qui permettent d'organiser ses journées et tout donc à fait. de se
de s'organiser des plages de 2 heures, 3 heures, ça va dépendre, ou des journées complètes, sans oublier quand même des temps de repos. Et ça, c'est souvent ce qu'on fait, des temps de relâchement, de famille. La famille est un gros soutien pour la réalisation de ses objectifs professionnels. Donc, ne pas négliger le temps perso aussi, quitte à se faire des journées off complètes pour mieux repartir le lendemain, mais savoir s'arrêter. Ce sera le principal conseil avec un planning, tenir un planning et savoir s'arrêter de temps en temps. Ok, très bien. Ouais. En gros, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est mieux vaut travailler 2 heures efficacement que 3 heures à moitié, quoi. Ouais, et encore quand c'est 3 heures, ça va encore. Ouais, non, Et souvent, ouais, quand on est fatigué, quand on a plein de stress, on travaille vraiment, on n'est vraiment pas efficace. Et d'où l'importance d'un prévisionnel, parce que le prévisionnel nous permet de voir où est-ce qu'il faut aller. Et, c'est comme quand on part en voiture, hein. Maintenant, on a le GPS, mais imaginez, vous êtes à Paris, vous partez à Marseille, hein, sans GPS, sans connaître la route, vous allez être en panique tout le long du trajet, à regarder les panneaux, à faire des demi-tours, à retourner, et à tourner 3 fois au rond-point pour s'assurer ouais, qu'on prend la bonne direction. Alors que, à défaut de GPS, si on a regardé la carte avant de partir et qu'on a vu, on a suivi, on a vu qu'il y avait telle ville entre-temps, telle ville, telle ville, telle ville, eh ben, on va être déjà un petit peu plus soulagé. C'est-à-dire qu'on va avoir des étapes intermédiaires qui vont nous permettre d'arriver à Marseille. Eh ben, c'est pareil pour l'entreprise. Il faut savoir se donner des objectifs. Donc, un objectif, par exemple, à l'année de chiffre d'affaires, mais également des objectifs au mois, par mois. Et donc, ça veut forcément dire après des objectifs à la semaine pour réussir l'objectif du mois, mais aussi des objectifs à la journée pour réussir les objectifs de la semaine. ok, bon, bah, très bien. Très bien, super tout ça. Ouais, une dernière question du coup, puisqu'on parle d'humain. Est-ce que tu peux nous parler de ressources humaines? Est-ce que c'est un sujet que tu abordes parfois? Les ressources Alors, humaines dans une entreprise, comment ça se passe? alors là, les ressources humaines, c'est un point très sensible de l'entreprise parce que il faut que le chef d'entreprise se connaisse très bien et connaisse très bien déjà sa structure et la politique qu'il a mis en place en interne, même s'il est déjà tout seul avec lui-même, il faut qu'il suive une ligne directrice et qu'il la connaisse, cette ligne. Naviguer à vue, c'est bien, ça marche, mais si on fait venir des gens et qui ne savent pas où ils doivent aller, ça va être compliqué. Et pareil pour le chef d'entreprise, pour choisir la bonne personne qui va pouvoir tenir le cap avec lui dans la bonne direction, c'est délicat. Donc, le premier conseil que je donnerais en termes de RH, en fait, c'est que le chef d'entreprise se connaisse bien ses objectifs et connaisse bien la politique interne qu'il veut mettre en place avec ses salariés ou futurs salariés pour pouvoir embaucher les bonnes personnes qui rempliront, qui seront aussi heureux de vivre dans cet environnement-là. Ok. Donc, bien se connaître pour dire oui à une candidature ou non à une candidature, au-delà des compétences techniques. Ok. Donc vraiment une culture personnelle, Voilà, une culture d'entreprise. culture d'entreprise. Bon, bah très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu voulais revenir, des choses que tu veux ajouter? Ou je crois que c'est l'heure. Comme tu veux. On pourrait rajouter Ouais. toujours énormément de choses. Il y a tellement de choses à dire sur la gestion que je pourrais juste finir qu'il ne faut pas hésiter à, à se faire accompagner. Alors bon, on a les experts comptables qui sont là, ils ne sont pas à négliger, mais il n'y a pas que. On a des juristes, il faut s'entourer de juristes, de notaires, d'avocats, de commerciaux, ça, c'est évident, mais aussi de gestionnaires. Aujourd'hui, on se rend bien compte que
enfin, on sait qu'une entreprise sur 2, en fait, ferme pour défaut ou faute de gestion. OK, Parce ouais, donc que c'est énorme. c'est énorme, parce qu'il faut pas oublier que le seul gestionnaire de l'entreprise, c'est pas l'expert comptable, ni le banquier, ni l'assureur, ni les fournisseurs, qui que ce soit, c'est le chef d'entreprise. Et s'il ne sait pas réellement faire, ou qu'il ne veut pas faire, hein, il a le droit, Ouais. bah, qu'il sache s'entourer des personnes qui peuvent l'accompagner dans cette démarche-là. OK, alors très bien. Merci pour toutes ces infos. Alors, on peut te retrouver sur ton site internet, je suppose. Pour poursuivre la Oui, conversation, on peut te contacter aussi par mail. Je mets tout à toutes les fait, infos sous la vidéo de toute façon. Et super. puis, tu as une page Facebook aussi, Hello Consultant. Tout à fait, le consultant, on fait souvent, on partage aussi également beaucoup d'articles, donc pour informer, heu, les gens, tout le monde. Donc OK, n'hésitez pas à suivre, très bien. les Eh ben, on informations. met tous les contacts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou directement en contactant Laetitia. Puis, à très vite. Prenez soin de vous. Merci à toi Vincent, à bientôt. De rien, à bientôt Au Laetitia. revoir. Ciao, ciao.